On n'a pas tout de suite pensé au chronomètre. J'ai posé un peu un ultimatum à mon mari en lui disant voilà, moi j'ai 35 ans maintenant, il faut qu'on fasse un bébé. J'ai regardé homéopathie, phytothérapie. J'ai vu un chiropracteur. Enfin, on a vraiment essayé différentes choses. Et puis au bout d'un moment, en voyant qu'il n'y avait toujours pas de résultat, on s'est dit bon, on va peut-être réétudier un petit peu le sujet de la PMA. Tout a commencé en fait par un test sous un microscope, pas très longtemps après notre désir d'enfant en fait. Et donc là, ça a été douche froide et des mots barbares. Crypto, je sais pas quoi, zoo, je sais pas quoi, etc. Et avant d'avoir en face de vous un médecin qui vous dit mais ça peut être l'âge. J'ai commencé à l'âge 35 ans, attendez, enfin 37 ans. C'est pas 42 ou 43 ans. Oui, c'est pas... Bref, ça a généré derrière une nuit d'horreur, de recherche sur internet et donc dépression totale à se dire mon Dieu, on n'aura jamais d'enfant. Soit tout va bien, les cycles sont réguliers, il n'y a pas d'antécédents, il n'y a pas de problème particulier. Et en général, on attend entre 6 mois et 1 an. Et au bout d'1 an, on fait un bilan complet. Soit il y a dès l'interrogatoire ou dès l'analyse de la vie des gens des anomalies. Et à ce moment-là, il faut entamer les examens tout de suite. On voit encore beaucoup trop de gens qui sont traités avec des traitements, on va dire, mineurs pendant des mois et des mois sans contrôle. Et on voit des fois des gens arriver au bout de 4 ans sans avoir eu vraiment une exploration complète. Donc le message à faire passer actuellement, c'est pas trop attendre et faire attention à partir de, on va dire, 34 ans. Il faut aller assez rapidement, au moins sur un bilan précis. La stratégie, en tout cas dans notre centre, c'est de ne pas refuser à la base des patients, c'est de les accompagner autant que faire se peut, et ensuite de voir avec eux ce qu'il est possible et souhaitable de faire. Faire une batterie d'examens, de tests, de prélèvements, pour voir éventuellement détecter ce qui ne fonctionnerait pas. Et si quelque chose ne fonctionne pas. Une fertilité ne se conçoit que dans un couple. On regarde la capacité et les performances dans les bilans qu'on peut retenir sur les capacités d'ovulation. Deuxièmement, on regarde en miroir comment les testicules de son partenaire fabriquent les spermatozoïdes, combien il y en a, quel aspect ils ont. L'intérêt de voir les couples en consultation de biologie, c'est d'avoir monsieur et madame. Et c'est un moment privilégié pour parler du sperme et du recueil de sperme parce que c'est souvent quelque chose de difficile pour les maris. Et on peut aborder à ce moment-là les modalités pour soulager cet instant. Alors soit on peut enlever la pression en proposant aux maris de faire une congélation préalable, soit on peut leur proposer aussi, ça nous arrive de faire des recueils avec des préservatifs médicaux en présence de leur conjointe. Donc il y a toujours moyen de contourner cette difficulté. L'important c'est de pouvoir en parler. Encore une fois, là on peut même aller dans des diagnostics pointus. Au lieu de regarder les spermatozoïdes de grossissement sans les regarder à 6000 pour avoir une meilleure approche, les tests IMSI. Et le troisième point, c'est de regarder si tout ce qui est d'ordre organique chez la patiente est adéquat. Autrement dit, voir si utérus, trompe ne pose pas un problème qui devrait être peut-être réglé soit par de la chirurgie ou qui est rédhibitoire et nécessite d'emblée le passage à la fécondation in vitro, exemple les trompes obturées qu'on ne peut pas opérer. Sur le plan hormonal, ça passe par une prise de sang. Les laboratoires de ville ont la compétence de pouvoir nous répondre correctement. Ça s'articule, cette prise de sang, avec une échographie généralement qui est faite en tout début de cycle, pendant les règles, comme d'ailleurs la prise de sang, nous donnant comme ça une image très précise des capacités d'ovulation de la patiente. Pour ce qui est du bilan spermiologique, ça passe par un don de sperme au laboratoire. Là, on a une exigence forte parce que ces analyses ne peuvent se faire que dans des laboratoires vraiment spécialisés. On voit les couples en consultation, on fait un petit peu la synthèse avec l'histoire que leur médecin nous confie, qui nous permet d'analyser les résultats des patients, d'avoir un regard complémentaire de celui des cliniciens et de participer à la prise de décision pour apporter la meilleure solution thérapeutique pour chaque couple. Et puis pour ce qui est le dernier point qui est d'ordre mécanique, tubaire, utérin, rien ne remplace et c'est toujours ce qu'on prescrit, l'hystérosalpingographie, donc
la radio des trompes. Ces 3 points diagnostiques suffisent à poser un bilan et avoir une stratégie thérapeutique adaptée. Suivant ce qu'on va retrouver dans les bilans, lorsque les trompes le permettent, lorsque les constantes spermiologiques le permettent aussi, l'insémination peut être une première étape, plus souple, plus simple. Dans d'autres cas, d'emblée, la fécondation in vitro est nécessaire. Pour être simple, par exemple, lorsque les trompes sont obturées et non chirurgicalement opérables. On a aussi bien sûr les techniques classiques pour les indications masculines, peu de spermatozoïdes, peu compétents, peu féconds, et donc là intervient la proposition d'ICSI, donc de micro-injection. On amène en fait un spermatozoïde au sein de chaque ovocyte mature, de façon à forcer la fécondance qui n'a pas eu lieu en fécondation simple ou qui n'aurait pas lieu parce que le sperme est trop faible. Et là se jouent aussi des possibilités d'IMSI, puisque dans certains cas, la sélection des spermatozoïdes que l'on fait dans notre centre spécifiquement avec des grossissements plus importants nous permet de déceler des anomalies qui n'étaient pas décelées d'emblée. Au moins, on va directement grand moyen, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé par des étapes qui sont je fais 15 FIV et puis après je me rends compte que ça ne va pas, etc. Donc ça se déroule en 2 phases. Une phase qui est, je dirais, un choix du spermatozoïde au fort grossissement, 6600 fois, de façon à écarter ceux qui ont les plus grosses anomalies. Et ensuite une ICSI classique. Notre petite fille, elle est arrivée après, à la 2e tentative. Donc première tentative où là ça a été en ICSI. Ça a permis d'affiner le diagnostic pour être sûr que derrière, on ait vraiment besoin d'une IMSI et c'est l'IMSI qui a fonctionné. On essaye de faire ce qu'on appelle du blastocyste, c'est-à-dire de cultiver les embryons jusqu'à J5, J6 en partant du principe qu'ils vont être sélectionnés de meilleure qualité et qu'on va les implanter dans l'utérus de façon synchrone avec ce qui est physiologique. La culture prolongée nous permet pour les couples dont on a posé l'indication, lors d'une première tentative de fécondation in vitro, de proposer au couple cette technique nous permettant d'espérer une chance sur 2 qu'elle soit enceinte et donc de finir le parcours et donc de l'alléger. Une chance sur 2, pour situer les choses, c'est 2 fois ce que donne la nature quand tout marche bien et qu'on ne vient jamais nous voir. Autrement dit, quand on fait le bébé sous la couette. Notre rôle, ça va être de mettre en lumière les embryons qui ont le meilleur potentiel et qui vont leur donner les meilleures chances de grossesse, tout en transférant moins d'embryons et en congelant des embryons qui ont vraiment un taux d'implantation significatif. On aimerait bien pouvoir proposer à toutes les patientes la culture prolongée. Malheureusement, on sait qu'on n'aura pas des embryons au stade J5-J6 chez toutes les patientes. Les décisions de culture prolongée vont être faites au cas par cas et en fonction des résultats de la tentative. L'insuffisance peut aller jusqu'à l'impossibilité. Le seul recours dans ce cas-là, c'est le recours au non-ovocyte dans des centres autres que le nôtre. En France, d'ailleurs, les choses sont assez compliquées sur ce plan-là, on le sait. Dans les autres cas où il y a quelque chose d'intermédiaire, on fait des propositions qui associent des traitements qui sont les plus efficients, même s'ils n'ont que peu de résultats, mais quand même quelques résultats, qui sont de faire des stimulations très douces, peu fortes, pour accompagner plutôt le cycle naturel, ponctionner les ovaires. Dans ce cas-là, les ponctions ont des récoltes faibles, mais on se sert de la vitrification ovocytaire, la congélation de l'ovocyte, pour éventuellement répéter ce geste de ponction et comme ça enrichir un peu notre pool ovocytaire, le mettre après des congélations en mise en fécondation avec les spermatozoïdes et tenter dans ce cas-là de replacer un embryon qui donne quelquefois des grossesses. Notre labo présente une spécificité pour les patients atteints de virus des hépatites B ou C. Nous avons une autorisation de prise en charge avec des locaux dédiés. On a un laboratoire en risque viral qui nous permet d'accepter de prendre ces patients. Et puis là-dessus se rajoutent des collaborations avec les autres services de l'hôpital, je pense à la chirurgie de l'infertilité,
et puis un certain nombre d'intervenants de type psychologue, urologue, endocrinologue qui sont nos partenaires. Il y avait effectivement tout le staff qui se réunissait autour de chaque cas pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait être amélioré, comment est-ce qu'on pourrait essayer de maximiser les chances. Et donc moi j'ai vu le traitement effectivement qui évolue et qui a permis d'y arriver, quoi. Notre stratégie dans le centre s'appuie sur nos compétences biologiques, cliniques et ont un objectif. Essayer le plus rapidement possible de proposer une technique donnant évidemment le plus de chances et étant la plus simple pour le vécu du couple. Et cette stratégie, on a pu la mettre en place en s'articulant sur des choix thérapeutiques de stimulation brefs, efficaces, pas plus de 10 jours, fait sous anesthésie locale, simplification pour la patiente, elle sort dans les 2 heures qui suivent, mise en fécondation avec culture prolongée, et en plus, vitrification des blastocystes surnuméraires. Quand on congèle les embryons de J2 ou J3, qu'on les vitrifie, on récupère beaucoup plus d'embryons, mais on n'a pas plus de grossesse en vitrification. Par contre, quand on vitrifie des blastocystes, on augmente à la fois le taux de récupération des embryons et le taux de grossesse. Pourquoi? Parce qu'on a congelé les bons embryons. On a des thérapeutiques de stimulation qui nous permettent de faire des traitements plutôt courts. Une dizaine de jours, c'est tout. Donc évidemment, ça simplifie les choses puisque ce temps est assez prenant pour le couple, pour la patiente essentiellement. Le traitement de stimulation pour les inséminations est fait à domicile. Soit ce sont les patientes elles-mêmes qui font leurs injections sous-cutanées, soit c'est une infirmière qui vient faire les injections. Je me faisais mes injections moi-même, mais ça me posait pas de problème puisque je savais que c'était pour quelque chose de très concret et quelque chose que je voulais tellement que... Il y a des posologies adaptées et surtout des galéniques adaptées avec des stylos injectables où on peut donc injecter facilement la dose requise en adaptant une aiguille très fine. Donc c'est un geste quasi indolore, facile à réaliser. Ce n'est pas une seringue longue comme ça qu'il faut se rentrer dans le ventre, c'est un tout petit truc. On prépare les ampoules et les injections, donc c'est plus simple comme ça. C'est mon mari qui tous les soirs me faisait la piqûre. Et au final, c'était pas mal parce que c'était sa petite participation au traitement. Si j'avais pas eu à les faire, j'aurais pu passer l'intégralité de la période de stimulation sans véritablement prendre conscience de ce qui se passait. La première fois, vraiment, je trouvais presque un plaisir à faire des piqûres parce que j'avais l'impression de concevoir un enfant. Puis des surveillances nécessaires, échographiques et prise de sang, 2, des fois 3 fois dans ces 10 jours, pour voir s'il y a une réponse suffisante, insuffisante, trop forte, et adapter les choses. On déclenche l'ovulation avec de l'HCG et 48 heures après, le couple revient faire l'insémination. C'est des traitements avec antagonistes que nous retenons. Les traitements avec agonistes ne viennent qu'en deuxième intention, ce qui nous permet de simplifier les traitements et la prise en charge. Dans tout ce qui est fécondation in vitro de type FIV classique ou FIV ICSI, ce sont des traitements beaucoup plus lourds qu'en insémination. Ce sont la plupart du temps les mêmes types de traitements, mais à des doses beaucoup plus importantes. Donc le suivi est plus long, avec des échographies pareil et des dosages hormonaux beaucoup plus réguliers qu'en insémination. La surveillance s'organise soit dans le centre, soit dans le cadre du réseau ville-hôpital mis en place autour de notre centre. Il faut qu'elles articulent le traitement avec leur vie professionnelle ou personnelle. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place un planning prévisionnel de traitement qui reprend l'ordonnance du médecin avec les traitements qui ont été prescrits. Et ça, la première tentative, je ne savais pas qu'il y avait cette histoire de compte-rendu, voilà, on prend du recul, on analyse. On a un moment important avec toute l'équipe, l'infirmière, pour récolter les résultats en milieu de journée, biologiques, échographiques, et décider de la conduite à tenir. Les choses sont rédigées par écrit, avec toutes les indications, les médicaments à prendre, à quel moment, à quelle dose. Juste après ce moment de décision, il y a un contact direct entre notre équipe, nos infirmières, qui relatent la décision, et la patiente, et échange d'informations, y compris avec le médecin si c'est nécessaire. Cette souplesse avec le médecin et aussi les labos nous permet de continuer notre vie
professionnels à côté. Et l'équipe des diaconesses a beaucoup pris sur elle. Vous n'êtes pas seul et votre problème, il y a des solutions. Ce n'est pas qu'un problème. Tous les problèmes nous étaient présentés résolus. Il y a une réflexion qui est menée sur le parcours de ces couples qui sont des gens jeunes, qui ne sont a priori pas malades et qui ont une activité professionnelle tout à fait importante. Et donc la réflexion, c'est d'essayer de les perturber le moins possible dans leur parcours. Donc on n'impose pas à nos couples de venir faire les examens dans le centre. Ils peuvent travailler dans le cadre du réseau avec leur médecin de proximité. Ils peuvent faire les examens près de chez eux, ils peuvent faire les échographies près de chez eux. On a beaucoup de patientes qui viennent de très loin et bien en dehors de la région parisienne. Donc il y a certaines patientes qui ne peuvent pas venir jusqu'ici tous les matins pour faire une prise de sang, une échographie, ce n'est pas possible. Donc elles le réalisent dans des centres référents, dans notre réseau. La patiente va pouvoir ainsi avoir les échographies en proximité, voire avec son gynécologue, la prise de sang dans un laboratoire lui aussi de proximité et la décision prise par le gynécologue qu'elle connaît, avec qui elle a un parcours commun. Ils les comptent à chaque fois, ils sont mesurés pour vérifier l'évolution et la maturation des follicules. La stimulation va se terminer, suivant les critères de surveillance, par un déclenchement de l'ovulation. Je me souviens, moi j'étais à mon bureau le vendredi, j'ai eu un coup de fil des diacs, l'infirmière qui me dit bon bah écoutez, vous faites les dernières injections ce soir, demain vous passez à la dernière phase du traitement pour déclencher la stimulation et lundi matin, ponction. Après le déclenchement, suivant l'indication posée, le geste le plus simple, s'il a été retenu, c'est de faire une insémination. Elle pourra se passer donc pas le lendemain souvent de l'injection, mais le surlendemain, dans le centre. Le geste est simple, comme un examen gynécologique, spéculum, examen gynécologique, et on glisse un petit cathéter, ce qu'on appelle un cathéter, souple, non agressif, qui ne pique pas, dans l'utérus pour déposer les spermatozoïdes à ce moment-là. Le rôle du conjoint le matin, c'est de venir faire le recueil de sperme. Il doit avoir eu une moyenne d'une abstinence de 3 jours donc en moyenne pour qu'on ait des spermatozoïdes. Quelques minutes après, la patiente peut rentrer chez elle, le geste médical est terminé. Il n'y a pas de hasard. Une tentative va donner plus de chance à chaque fois parce que l'équipe médicale fait un compte-rendu, affine son diagnostic. En commun accord avec le docteur, on s'est dit on va essayer une FIV, sachant qu'on pouvait toujours, si la FIV ne fonctionnait pas, repasser à une insémination entre 2 FIV. Si c'est la fécondation in vitro ou l'ICSI, les techniques nécessitant une récolte ovocytaire, une ponction de l'ovaire qui a été retenue, toujours après le déclenchement qui s'est passé dans la nuit, le lendemain non, mais le surlendemain matin, bloc opératoire, sous anesthésie, ponction des ovaires pour récolter les ovules et pouvoir les mettre en fécondation avec les spermatozoïdes. On leur demande de venir à l'hôpital à 8 h. Il faut qu'elle soit à jeun puisqu'il va y avoir une anesthésie. Qu'elle soit générale ou locale, on prend toujours les mêmes précautions. Pendant ce temps-là, le conjoint est sollicité par les biologistes pour faire le recueil de sperme. Cette ponction se fait en priorité dans notre centre sous anesthésie locale. D'une part parce que le geste peut, avec l'anesthésie locale, ne pas être douloureux, permettant la participation de la patiente puisqu'elle voit ce qu'on réalise. Donc je suis partie en local. Soit je suis très tolérante à la douleur, soit ça s'est très bien passé, mais du coup j'ai continué en local les 2 autres fois. J'ai eu de la musique pendant tout le temps de l'opération, de l'intervention. Et ce qui a été super parce que du coup j'ai mis ma concentration sur la musique. Ce qui m'a permis de mieux gérer la douleur parce que bon, on sent ce qui se passe un petit peu quand même. Ce qui était bien, c'est que je voyais l'échographie mes ovocytes qu'on me prélevait. Du coup, j'étais actrice, c'était un petit peu sensible, mais bon, c'est pareil, quand on est motivé finalement, on supporte la douleur. Forcément, sur le plan médical, il n'y a pas plus de risque ou moins de risque à faire une anesthésie locale, mais par contre, il y a plus de légèreté et plus de facilité, plus de retour aussi au travail rapide. Et donc, ça va bien dans le sens de faciliter l'intégration du traitement dans la vie des gens. Et ce matin, effectivement, je suis passée au bloc pour une ponction. Non, globalement, aujourd'hui, ça va bien. Une ponction, on peut être fatigué après, on peut avoir mal au ventre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être bien. Ouais. Il y a 3 rendez-vous obligatoires. Le rendez-vous d'anesthésie, puisque madame va aller au bloc.
le rendez-vous avec les biologistes pour que le couple puisse avoir les explications sur la technique biologique et l'entretien infirmier. Le nombre d'ovocytes récoltés va beaucoup dépendre de la sensibilité des ovaires de la patiente au traitement. Donc globalement, la fourchette, c'est entre 3, 4 et 15, voire plus. On a prélevé 14 ovocytes. Donc là, on se dit, 14, c'est super. Elle me dit, bon, bah, il n'y en avait que 6 d'exploitables. Donc on se dit, ok. Elle dit, sur les 6, il n'y en a que 3 compris. Donc sur les 3 embryons fécondés, il n'y en avait que 2 qui avaient continué d'évoluer. Donc on me retransférait 2 embryons. 12 à l'échographie. On fait la ponction, on récupère 10 ovocytes. Sur les 10 ovocytes, ils ne sont pas tous bons, pas tous matures. 8 vont être utilisés ou injectés. Ça ne marche pas à 100% la fécondation. Donc on va au mieux obtenir 6 embryons. Je garde ces embryons en culture, je vous l'ai dit, 50% vont s'arrêter. Ce qui fait qu'au final, j'ai obtenu 3 blastocystes. Je vais en transférer 1 et en vitrifier 2. Donc si je refais en résumé, on est parti de 12, on arrive à 3 et la biologiste, elle est ravie. On repart sur une ponction par contre là de 10 ovocytes. Résultat final, toujours pareil, 2 embryons viables, dont un qui était un petit peu moins viable que le premier. Donc on décide de transférer les 2. On nous a dit que même si le deuxième n'était pas très beau, il pouvait aider le premier à s'accrocher. Et c'est ce qui s'est passé, parce que résultat, au bout du compte, 15 jours après, on nous appelle pour nous dire que c'était positif. L'objectif toujours n'est pas tellement le nombre, même s'il ne faut pas tomber trop bas, ni aller trop haut, mais plutôt la qualité. Du coup, dans mon cas, il y a un embryon qui reste accroché. L'autre est parti, je n'ai absolument aucune idée de quand. Voilà, je ne sais pas. Mais il y en a un qui reste accroché, c'est ça le principal. Les suites de la ponction sont plutôt simples. Dans la journée, la patiente, avec son conjoint, sont de retour à la maison. C'est d'autant plus simple si l'anesthésie locale a été retenue, comme on le fait nous, a priori en première intention. Si finalement l'anesthésie générale a été retenue, il faut savoir que c'est une anesthésie générale brève, permettant tout à fait qu'en début d'après-midi, la patiente puisse retourner à la maison, avec une qualité, je dirais, de confort et de vie très satisfaisante. Elles sortent après le résultat de la ponction, du nombre d'ovocytes qu'elles ont eu, avec des ordonnances d'un traitement antalgique à prendre, souvent de manière, on leur dit, un petit peu systématique, parce qu'il ne faut pas attendre que la douleur se soit installée pour commencer à prendre les médicaments. Donc souvent, post-ponction, que ce soit une anesthésie générale ou une anesthésie locale, on leur recommande de prendre les traitements antalgiques. Pour le transfert d'embryon, les patientes sont contactées par les biologistes. En fonction de chaque cas, il y a une décision d'un transfert, soit au 2e ou 3e jour, suite à la ponction, soit au 5e ou 6e jour. Le transfert est un geste simple clinique. Aucune hospitalisation, geste clinique, comme chez le gynécologue, spéculum et positionnement, replacement de l'embryon grâce à un cathéter souple, indolore, qui ne pique pas, dans l'utérus. Et le médecin et l'infirmière nous montrent même l'embryon qu'ils vont nous mettre, qu'ils vont nous transférer, donc c'est tout rigolo. La politique à l'heure actuelle de tout centre et de notre centre, c'est de ne pas transférer essayer de pas plus de 2 embryons. On peut être amené à retransférer 3 embryons, mais dans des cas très particuliers. Une phase là de repos et à la maison, voire d'arrêt de travail peut être justifiée, pas tellement, pas du tout même, pour le replacement lui-même, mais simplement la stimulation fait que l'ovaire est encore sensible, il peut être gonflé et que cette phase doit être privilégiée pour un repos supplémentaire éventuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après le transfert, sur le plan des gestes médicaux, on a une douzaine de jours, il ne va rien se passer. Ce moment-là est un moment par contre extrêmement important puisque c'est le moment où il va y avoir ou pas implantation du blastocyste ou de l'embryon qui a été replacé. Le plus difficile dans la FIV, c'est les 15 jours d'attente. Après l'implantation. Psychologiquement, très difficile, et encore plus difficile pour une femme. Oui, pour moi, c'est rien du tout. Vous êtes à l'écoute du moindre petit signal de votre corps. Donc nous, on a une approche là avec une grande ouverture et aller-retour si questions se posent, car il y a des questions éventuellement. La stimulation a pu faire que l'ovaire était volumineux, sensible.
Certaines patientes viennent nous revoir pour voir sur ce plan-là comment les choses évoluent et les maîtriser, mais aussi des tas de questions autres sur lesquelles là aussi nous sommes prêts à répondre. Au bout d'une douzaine de jours, 15 jours maximum et 12 jours, un test de grossesse dans le sang va nous dire tout de suite, là, si quelque chose démarre, c'est-à-dire la grossesse que l'on souhaite. Plus vous vous approchez de la date fatidique, et pire c'est. Le pire pour eux, c'est vraiment l'attente entre le transfert, où potentiellement la dame se sent enceinte, et cette attente jusqu'à la prise de sang. Bon, c'est sûr qu'avec l'effet des hormones aussi, il y a des pics, il y a des hauts et des bas. Mais bon, de façon générale, on essaie quand même de rester calme. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux pour que ça marche. Je pense que c'est le moment le plus difficile pour le couple, parce que là, on est vraiment totalement séparés. Parce qu'en plus, comme on a des traitements hormonaux, on ne peut pas se baser sur les signes. Parce qu'il y a des copines qui me disent, si, alors les seins comme ça, le ventre comme ça. Je dis, non mais moi, attends, je fais des traitements hormonaux, moi, donc je peux tout ressentir et son contraire. Une fois que la sentence est tombée, que le test est négatif, parce que ça arrive, ils sont dans un désarroi. Et on s'est rendu compte que leur donner la possibilité de communiquer et d'essayer de comprendre avec eux ce qui s'est passé, ça les soulageait quelque part, ça les accompagnait et ça préparait mieux les autres tentatives. Le médecin nous rappelle, il nous dit, il nous explique un peu ce qui a fonctionné. Voilà. Ça a été mieux que la dernière fois, mais voilà, la prochaine fois on va tenter telle action. Donc, on améliore chaque fois. En sachant que moi ce qu'on m'avait expliqué, c'était qu'il pouvait y avoir un taux positif sur la première prise de sang, mais qui n'évolue pas. À partir du moment où le test sanguin est positif, nous le répétons pour voir une croissance attendue des taux hormonaux du bêta-HCG jusqu'à globalement 1 mois de grossesse. La prise de sang qu'on réalise 15 jours après la ponction nous indique s'il y a grossesse ou pas, mais ne nous indique pas le nombre d'embryons éventuels sur la grossesse. 1 mois de grossesse, l'échographie prend le relais. Car quelque part, il y a une visualisation possible de l'embryon. Sur l'écran de l'écho, on voit juste voilà, quelque chose qui est en train de pulser, mais qui ressemble en rien à un cœur, hein. C'est juste un amas de cellules qui est en train de pulser. Et donc de la confirmation de l'implantation d'un embryon, voire de 2 embryons, d'une grossesse débutante et d'une grossesse débutante dans de bonnes conditions. Les 2 premiers mois, elle n'était pas enceinte? Moi, je suis vraiment enceinte depuis l'échographie. Les 3 mois étaient longs. Et là, on n'avait qu'une hâte. En fait, c'est de passer ces 3 mois et puis effectivement d'avoir la confirmation comme quoi effectivement ça avait fonctionné et que le bébé s'était accroché. L'effet secondaire majeur que l'on dépiste, que l'on traite éventuellement, c'est l'hyperstimulation. L'hyperstimulation peut aller jusqu'à cliniquement être très inconfortable, voire douloureuse, biologiquement, posant des problèmes nécessitant quelquefois des hospitalisations. Donc la première chose, c'est de s'en prémunir. Et s'en prémunir, c'est par les choix des traitements plus simples, plus courts, avec une surveillance bien adaptée. Ça passe aussi par des méthodes de déclenchement qui peuvent être plus simples, évitant secondairement ces hyperstimulations. L'échographie, ça rassure, vous voyez qu'il y a quelque chose, qu'en plus de ça, on vous annonce qu'il y en a 2, et là, ça devient concret. 2. L'idéal, c'est de transférer un seul embryon au 5e jour pour avoir des résultats qui sont équivalents à ceux d'un transfert de 2 embryons précoces, et par contre, une absence, sauf exception, de grossesse multiple. Une grossesse multiple est a priori une grossesse à risque. Risque de quoi? D'accouchement prématuré. Deuxièmement, et il faut aller jusqu'au bout, un accouchement avec une naissance vraiment prématurée pose la question de la morbidité, ça veut dire de la survie des enfants nés. Donc, la stratégie est de s'en prémunir le plus possible. La visée, c'est une grossesse obtenue simple. Et une grossesse simple, c'est plutôt un seul bébé. Il y a quelques fois, blastocyste par exemple, où un embryon remis fait une grossesse gémellaire. L'embryon blastocyste a une capacité rare, presque exceptionnelle, mais de se dédoubler. Donc on voit que les choses sont déjà pas si simples. Mais déjà d'en remettre qu'un, blastocyste, c'est logique. Si on se retrouve dans un replacement embryonnaire
qui peut-être n'a pas été en blastocyste, qui a été un peu plus tôt, au 2e ou 3e jour. Les gains en termes de grossesse, si on met 2 embryons par rapport à un seul, existent, mais ils sont à la marge en termes de grossesse. Par contre, on se met à prendre un risque d'en mettre 2 et de faire une grossesse gémellaire. Le peu qu'on puisse gagner en termes de grossesse, si on replaçait éventuellement plus que 2 embryons, peut se discuter dans certains cas. Parce que ce gain peut être un choix que nous faisons ensemble, nous, équipe médicale, et le couple. Mon épouse est moins avancée que d'autres personnes dans sa grossesse, et pourtant elle a déjà des problèmes que d'autres plus avancés n'ont pas. Donc ça commence plus vite. Il y a 4 mois et demi de grossesse, et ils sont toujours 2, ils se portent très très bien. Je me suis allongée sur le divan pour parler de ça, parce que c'était pas simple pour moi et que je voulais un petit peu savoir ce qu'il en était de mon désir d'enfant réel. Est-ce que j'avais vraiment envie d'avoir un enfant? Pourquoi? Est-ce que c'était grave si j'avais pas d'enfant? Pourquoi aller voir un psychologue en cours d'aide médicale à la procréation? Peut-être pour dire ce qu'on ressent au cours de tous les examens médicaux et de tout le traitement, femme, couple, homme, et pour essayer d'arrêter de subir, d'avoir cette impression de subir et de reprendre l'initiative pour soi-même. C'est pouvoir s'exprimer sur vos doutes, sur qu'est-ce qui fait que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, peur de ressentir et que quelque part ça puisse avoir un impact sur le protocole. Elle confirme ce qui peut faire espoir chez moi. Elle aide à mettre de côté ce qui peut être un frein psychologiquement à repartir ou à espérer de nouveau. Elle est déculpabilisante, elle accompagne le cheminement. La culpabilité est un ressort puissant des émotions qui se passent en aide médicale à la procréation, pour la femme bien sûr, puisque spontanément elle pense que c'est de sa faute. Effectivement, ça met un gros doute sur voilà, est-ce que je vais permettre à l'autre de fonder une famille? J'étais arrivée à me dire, c'est un raisonnement assez violent quand même, je me dis bon, je suis un être humain est fait pour procréer, hein, je suis sur Terre pour procréer, je suis même pas fichue de le faire. À quoi est-ce que je sers? Quand on découvre que le problème est porté par l'homme, ça peut être extrêmement violent pour lui. Parfois, l'échec fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi? On se pose la question parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Pourquoi moi? Il n'y a pas de raison à pourquoi moi. Il n'y a pas d'injustice parce qu'il n'y a pas de justice. Et le rôle du monsieur dans le couple pour soutenir sa femme et pour se soutenir lui-même est très très important, mais il est secret, il ne se voit pas. Après, le plus dur finalement, c'est d'essayer de ne pas le montrer. Donc d'être là, d'être fort, et puis de dire, bah voilà. De faire le pilier. De faire le pilier. Il était important pour moi d'être systématiquement présent à tous les rendez-vous de situation. C'est un travail de couple, c'est un travail d'équipe. Ça ne peut pas se faire l'un sans l'autre. Normalement, une grande force, c'est qu'on a vraiment, c'est un projet à deux, on est allé à tous les rendez-vous à deux et que... je savais que je pouvais compter sur mon mari avant, mais maintenant j'en suis intimement persuadée. Oui, ça nous a rapprochés. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Oh, arrête. Oui, ça nous a rapprochés. On dit on essaye, mais on ne veut pas tout y laisser. C'est-à-dire, on ne veut pas ne penser qu'à ça. Non, mais il y a un autre effet secondaire auquel on n'était pas préparé. C'est vraiment une baisse de la libido, de part et d'autre. Et cette médecine étant très intrusive et se mettant à la place de la sexualité, parce qu'elle est exactement là. Il faut essayer de reformer le couple. Et je pense qu'on cogitait un peu chacun dans notre coin, jusqu'au moment où on en a parlé en consultation, à la fin du premier protocole, où il y avait eu un échec. Et là, le médecin nous a dit « Ah ben, mais c'est normal !» Et ben, ça nous a ôté d'un poids assez énorme tous les deux. On a arrêté de se culpabiliser aussi par rapport à ça. Et il est tout à fait normal aussi d'avoir des pensées autour de ce petit bébé qu'on a obtenu par FIV. Ce mode de procréation, maintenant, il est très habituel. Et la fécondation, encore une fois, in vitro, elle est naturelle. C'est que les enfants qu'on a en PMA, on les aime autant, pas plus, pas moins, que tous les autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas les surprotéger parce qu'on sait qu'ils sont vraiment désirés. Le gros pour moi de la mise en confiance, ça a été de rencontrer l'équipe lors de la réunion d'info.
Où là, quand j'ai vu toute l'équipe, je me suis dit, ok, bah, moi ça m'a l'air top, je me sens bien ici et on y va. Il existe une réunion d'information qui est animée par un médecin, moi-même, un biologiste et la psychologue, et qui permet d'expliquer les différentes phases de traitement et comment ça s'articule dans le centre, qui sont les interlocuteurs que les couples vont pouvoir rencontrer et comment en fait le traitement va se passer. C'était une équipe et on sentait qu'ils étaient soudés, qu'ils étaient là pour travailler ensemble, pour avancer ensemble et que le patient était la priorité.